Donc qu'est-ce que tu fais lorsque tu mets un plat préparé au micro-ondes? Le plat préparé est en plastique, tu le fais chauffer. D'accord? Donc tu vas avoir les perturbateurs endocriniens qui vont aller dans la nourriture. Et ça, on ne le dit pas. On ne nous dit pas de ne pas mettre les tupperwares au micro-ondes, de les faire chauffer. Les tupperwares spéciaux micro-ondes, ça marche pas, hein. Tout ce qui est plastique souple, il y a des monomères. C'est vendu comme ça, spécial micro-ondes, c'est marqué sur le truc. Quoi. Ils te vendent bien les cigarettes aujourd'hui, ça va te livre. Okay, donc il faut être suspicieux. En tout cas, les plastiques, il faut faire très très attention. Il ne faut pas jeter tout ce qui est en plastique. Pas devenir des ayatollahs, tu vois, sinon tu deviens orthorexique, c'est ça. Voilà. Donc il ne faut pas devenir parano. Mais il faut éviter toutes les sources de contamination. Même le plastique, au bain-marie, c'est contagieux. Oui, tous les plastiques, il faut pas faire chauffer le plastique, il faut pas le mettre dans la vaisselle, il faut pas mettre des détergents dessus. Donc il faut être très précautionneux. Détergent dessus. Non, il faut vraiment le laver avec soit du savon ou des liquides vaisselle bio qui sont pas des détergents. Donc il faut faire très attention avec les plastiques. On peut les utiliser par exemple au réfrigérateur. L'idéal, c'est d'avoir des contenants en verre. Alors c'est vrai, c'est moins pratique, c'est un peu plus lourd, mais bon, c'est quand même une bonne source de protection. La troisième source, c'est les médicaments. Et ce qu'on ne sait pas, les médicaments, par exemple, la pilule contraceptive, la femme et la jeune fille vont synthétiser par exemple 20-30%. Le reste, ça part dans les urines. Donc ça va partir dans les stations d'épuration. Puis ça va se retrouver dans la nature. Parce qu'on ne peut pas épurer en fait ces molécules des perturbateurs endocriniens parce qu'il faut les passer sur des charbons actifs. Station d'épuration, il n'y a pas de charbon actif. Là, par exemple, tu vois, dans la baie de Marseille, on s'est aperçu que toutes les dorades qui étaient aux alentours en fait, de la sortie des égouts de Marseille, qui étaient traitées, hein, qui c'est de l'eau soi-disant propre, eh ben, elles étaient toutes femelles. Et les mâles étaient stériles. Parce qu'à cause des perturbateurs endocriniens, aujourd'hui, nous, les mâles, on devient stériles. Voilà, on a 5 formes de spermatozoïdes que nos grands-parents. On va arriver à la tranche de 40 millions de spermatozoïdes, qui est la tranche critique, où dans une dizaine d'années, on ne va plus pouvoir procréer. L'humain va devenir stérile. On est en train de tuer la race humaine. Et ça, c'est le professeur Pierre-Marie Martin qui le dit dans le livre. Donc faire très attention à tout ce qui est médicaments, parce que les médicaments, ça vient à partir des molécules chimiques et donc des dérivés du pétrole. Tu as aussi la quatrième source, qui est elle, une source naturelle, qui va se trouver par exemple, ça s'appelle les phytoestrogènes, qui vont se retrouver dans le soja. Alors là, il ne faut pas s'affoler par rapport au soja, parce que les phytoestrogènes vont permettre au soja de combattre les attaques qu'il subit. Donc c'est un effet protecteur. D'ailleurs, au Japon, où ils mangent beaucoup de soja depuis des générations et des générations, même in utero, le bébé donc, est nourri au soja pratiquement. Donc eux, ça a un effet protecteur, c'est-à-dire que les hommes n'ont pas de cancer de la prostate et les femmes n'ont pas de cancer du sein. Par contre, dans une nourriture comme nous, occidentale, on n'est pas habitué au soja, donc il n'y a pas d'effet protecteur et au contraire, on peut développer peut-être des problématiques avec les oestrogènes, tout ça, donc il faut en manger modérément, très peu. Et d'ailleurs, la principale erreur que font les gens qui arrêtent par exemple la viande, ils se tournent automatiquement vers le soja. Ouais. Donc au lieu d'avoir mon steak, tu vois, de viande rouge de 150 grammes, je vais prendre 150 grammes de soja. Il ne faut surtout pas faire ça. Voilà, surtout ne faites pas ça. Il y a d'autres sources de protéines végétales qui sont excellentes, mais le soja, il faut manger modérément et il faut privilégier le soja qui va être fermenté. Le tempeh, par exemple, qui est fermenté, lactofermenté, donc il n'y a plus de génistéine, donc il n'y a plus de phytoestrogènes, si tu veux, dans le soja. Donc voilà, il ne faut pas diaboliser le soja. Donc les 4 sources sont principalement les pesticides, les engrais, donc tout ce qui est agriculture intensive. La viande également, parce que les bovins aujourd'hui, ils ne mangent plus du fourrage, ils ne mangent plus de l'herbe. Ils vont manger du maïs, OGM, ils vont manger du soja qui vient de je ne sais où, parce que bien sûr c'est OGM également, des farines animales, ils vont nourrir aux antibiotiques aussi. Parce que dans les conditions dans lesquelles on les élève, qui sont complètement immorales, des conditions concentrationnaires, on est obligé de leur donner des antibiotiques, sinon ils vont continuer tout le monde. C'est les conditions d'hygiène qui sont tellement gravissimes, déplorables. C'est pour ça qu'on les bourre d'antibiotiques. C'est complètement immoral. Je suis allé faire les enquêtes dans les élevages industriels, dans les abattoirs également. Ce que j'ai vu, ça m'a vraiment dégoûté de la viande, tu vois. Donc j'ai pas pu, j'ai eu un refus de manger de la viande. C'est pour ça que je me suis tourné vers une autre alimentation. Mais aussi, ce que j'ai compris, c'est que la viande que nous mangeons aujourd'hui, elle est toxique. Parce que donc il y a des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire dans le maïs, dans ce que mange l'animal. Parce que nous, on est ce que l'on mange. Mais l'animal, c'est pareil. Et on mange ce qu'il mange. C'est pas un filtre, hein, animal. Donc, on va avoir aussi plein d'oméga 6, parce que dans le maïs, il y a des oméga 6, qui sont des oméga
inflammatoire pour le corps. Et l'inflammation va développer la plupart des maladies de civilisation qu'on connaît aujourd'hui. Donc, surtout les antibiotiques, aujourd'hui on fait de l'antibiorésistance. Tu sais qu'on peut mourir du staphylocoque doré. Il y a eu une personne qui était célèbre, c'est le fils de Depardieu, je crois, Guillaume Depardieu, qui est mort d'une infection au staphylocoque doré. Il a eu un accident de moto, il est allé à l'hôpital de se faire soigner, il a chopé le staphylocoque doré. Les antibiotiques ne marchent plus. Ils ne fonctionnent plus. Il y a des milliers de morts aujourd'hui à cause de la résistance aux antibiotiques. Et l'OMS dit que ça va être bientôt une pandémie. Parce que nous, enfin moi je suis né au début des années 60, donc j'ai eu accès tard, mais les enfants aujourd'hui, ils y ont accès dès leur plus jeune âge. Et on a une fenêtre critique, c'est la femme enceinte et la petite enfance, jusqu'à 3 à 5 ans. Donc là, on est très très perméable aux perturbateurs endocriniens. Donc si le gamin, on lui donne du soja, on lui donne, pas du soja, on lui donne des sodas, on lui donne du fast-food, on va lui donner de la nourriture transformée, on va faire chauffer son biberon ou ses petits plats, petits pots bébés en plastique au micro-ondes et tout, on va l'intoxiquer le gamin. Et puis il va se choper quoi? Un cancer, un diabète et tout, il va avoir 20, 30 ans, 40 ans, parce qu'on n'a pas le retour encore. La génération qui arrive aujourd'hui va mourir plus tôt que nous. Hein. On dit qu'on vit plus vieux que nos ancêtres, déjà c'est faux. Au siècle dernier, il y avait des centenaires aussi. Hein. Ils ont mouru de plein de maladies infectieuses qu'on guérit aujourd'hui. Par contre aujourd'hui, on mange trop de nourriture toxique. Et on développe des maladies de plus en plus jeunes. Des maladies qui n'existaient pas sur les jeunes aujourd'hui. On le voit, des gens qui sont atteints de cancer, de machin, des choses improbables. Oui, un peu avec la chimio, un petit peu avec la chirurgie, la médecine et tout, on fait vivre les gens plus vieux, mais plus malades. Tu as envie, toi, d'être traité à vide, de prendre des pilules à vie, de subir une chimio à 40, 50 ou 60 ans, c'est trop jeune ça. Donc tout ça, en fait, ça va apparaître de plus en plus tôt. Et je mets en garde les parents par rapport à la nourriture qu'ils donnent à leurs enfants. Une grosse problématique au niveau des cantines également. Bon, ça c'est oui, des cantines, parce que j'ai envie de dire, on est obligé de prendre en compte que finalement il y a une histoire d'éducation aussi. Il faut commencer à la base avec les enfants, parce que ça il y a des décisions politiques, il y a des décisions au niveau de l'éducation également. Tout est toujours une question de coût. Voilà, il faut manger toujours pour moins cher. Moi je dis il faut essayer de manger moins, de manger mieux et de bien gérer son bol alimentaire et son budget. Mais pour ça, il faut avoir accès à une source fiable, des sources indépendantes. Il faut privilégier aujourd'hui toutes les études indépendantes. Toutes les études indépendantes aujourd'hui disent que l'aspartame est un facteur cancérigène. Oui. Par contre, il y en a 10 fois plus qui sont faites avec des laboratoires privés qui disent le contraire. Parce que ces gens-là, ils sont financés par les industriels. Donc voilà, on est sans cesse, si tu veux, avec des informations contradictoires, et je me mets à la place d'une personne lambda, c'est un sacerdoce pour connaître la vérité. Le glutamate monosodique, nous on avait invité Corinne Gouget, on en a beaucoup parlé ici. C'est incroyable cette histoire de glutamate qu'ils mettent partout, dans tous les plats on met du glutamate. Alors c'est devenu d'ailleurs, on a pris les habitudes maintenant de regarder et on voit qu'il y en a partout, quoi. C'est quasiment. Le glutamate monosodique est un exhausteur de goût. Ouais. Donc bien sûr on en met partout. Bon, il y en a surtout dans les bonbons. Hein. Ouais, dans les bonbons, mais on ne citera pas de marque, mais il y en a dans tous les bonbons. Ouais, dans les gâteaux, la graisse de porc également, il faut voir comment c'est fait, les bonbons style gélatineux, etc. Hein. C'est dégueulasse. Hein. Quand tu vois comment c'est fabriqué, puis il y a des reportages vidéo, on peut très bien le voir. Hein. Donc on n'a plus du tout envie d'en manger. Mais en fait, les industriels ont très bien compris qu'on pouvait nous leurrer avec le goût. Parce qu'aujourd'hui, on mange parce que c'est bon au goût. On ne mange pas parce que c'est bon pour notre santé, tu comprends ? Donc je dis dans le livre qu'il faut qu'on retrouve notre instinct animal. Bon, il faut aller le chercher loin, tu vois, mais il y a du travail. Mais par contre, oui, on a quand même une intelligence, on a des réflexes. Il faut voir comment, je dirais, ce que mangeaient nos grands-parents. Ouais. Voilà, les petites recettes de grand-mère, il faut boire les tisanes, parce que les tisanes, c'est alcalinisant, donc ça fait du bien à notre corps. Donc il faut écouter les anciens en fait. Ah oui, ça aussi, donc tu expliques qu'on mange beaucoup trop acide, beaucoup de notre nourriture est acide. Principalement, elle est acide, parce que tout ce qui est acide en fait, c'est les produits, par exemple la viande blanche, viande rouge, le poisson, les œufs, le lait, tout ce qui provient des animaux, c'est acide. Toutes les céréales sont acides, tout le sucre, c'est acide. Hein, tu vas me dire, on mange quoi alors? Tu as l'eau, tu as les tisanes, tu as surtout tous les végétaux et tous les fruits. Donc, et ça, c'est alcalinisant. C'est pour ça qu'il faut mettre du verre dans son assiette. Le verre, c'est la vie. Voilà. Et il faut manger principalement du verre cru. Il ne faut pas avoir peur de manger ces épinards crus.
avec la vinaigrette que je t'ai dit, là, la vinaigrette Oui, de l'huile d'olive tamari. Oui, des épinards crus. Les épinards, il faut les manger crus. Les bêtes à cardes, il faut les manger crus. Les brocolis, tu peux les manger crus également. Tu peux juste les faire ébouillanter. Après, c'est juste un problème de connaître des petites astuces culinaires. Dans le livre, j'ai beaucoup de recettes de vinaigrette. Tu vois, je fais une vinaigrette, par exemple, qui est sucrée-salée. Donc je mets de l'huile d'olive, un petit peu de moutarde, je vais mettre donc un petit peu de tamari, je vais rajouter l'équivalent de moutarde avec du miel. Donc je vais émulsifier tout ça avec une fourchette, ça va donner, si tu veux, une vinaigrette un peu épaisse, tu vois. Tu jettes tes brocolis là-dedans et tu les entoures bien, tu vois. Donc il faut pas avoir peur d'utiliser beaucoup de lipides, hein. Les lipides, c'est bon pour nous, les bons lipides, comme l'huile d'olive ou l'huile de coco par exemple. Et là, tu vas avoir une saveur sucrée-salée qui va casser l'amertume des légumes. Se manger un brocoli cru comme ça, bon, moi j'en consomme, mais bon, il faut passer un certain stade, tu vois, pour aimer ça. Mais avec cette vinaigrette, ben c'est bon. Et tu rajoutes un petit peu des raisins secs, ou alors des graines de canneberge, ou des érelles, tu vois, ou des noix également. Mais les fruits secs aussi, les dattes, c'est fantastique les dattes. Quand on dit ouais c'est trop sucré, ça fait grossir, conneries tout ça. Tu peux en mettre un petit peu, tu peux les mélanger avec des légumineuses, tu vois, tu peux mettre des pois chiches ou des lentilles, tu fais de belles salades, je t'assure que mes salades sont consistantes. Hein. Tu n'as plus faim après. C'est pas la petite salade niçoise avec, tu vois, la tomate qui est rose, et puis la petite feuille de salade qui n'a aucune valeur nutritive, voilà. Donc de beaux légumes verts, et ça on les trouve sur les marchés. Oui, donc beaucoup de légumes verts hein, déjà. Ouais. Et abandonner le lait. Alors le lait, parce que ça c'est un sujet aussi dont on parle beaucoup, parce que le lait, il y a énormément de clichés sur le lait. Le lait, je sais pas, on nous dit que c'est bon pour les os. C'est même marqué sur les... J'ai acheté encore récemment du fromage blanc, c'est marqué renforce les os, etc. C'est marqué sur le... C'est un mensonge agroalimentaire. Le lait est un gros mensonge agroalimentaire. Il faut comprendre que l'industrie agroalimentaire, c'est le premier secteur industriel français. Donc c'est des lobbies puissants. D'ailleurs, le ministère de l'Agriculture est un gros ministère en France. En France, on est un petit peu le grenier de l'Europe. Hein, okay, on a beaucoup de ressources au niveau de nos terres. Donc c'est des lobbies puissants. C'est 400 000 emplois, c'est 160 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc là, on n'a pas affaire à des enfants de cœur. Okay, c'est essentiellement industrialisé, le bio et l'anecdotique. Il faut savoir que cette industrie, quand même, parce qu'elle vend des prix bas, parce qu'ils produisent beaucoup plus que dans le bio au niveau de la productivité, peut-être, mais surtout, ils sont subventionnés par l'Europe. Ouais. Et les subventions proviennent de nos impôts. Ouais, bien sûr. Les subventions, c'est notre argent. Ouais, vont pas aux petits producteurs biologiques qui auraient besoin de ça. Tu vois, peut-être réhabiliter sa terre pour passer d'une industrie, il faut qu'il la laisse reposer, donc peut-être un an ou deux, il faudra demander à M. Bourguignon, mais pour la retrouver, que la terre soit vivante et qu'il puisse cultiver de façon biologique. Donc on n'aide pas ces gens-là, et ça c'est une vraie décision politique. Donc on trouve des produits, c'est vrai, ou des légumes qui sont moins chers parce qu'ils sont subventionnés par nos impôts. Voilà, une nourriture toxique. Ça, je trouve que c'est pas normal. Oui, parce qu'en plus, on privilégie les grandes exploitations, c'est ça. En fait, au plus tu es gros, au plus tu touches l'argent. Donc, voilà, on va contre le mur. On sait que ce système d'agriculture va arriver à épuisement. On est en train de tuer notre terre, d'empoisonner les gens, et on va encore continuer à subventionner ces gros industriels. Par contre, on parlait du lait. Le lait, c'est l'industrie la plus puissante dans l'agroalimentaire. Donc là aussi, on a affaire à des très gros. Et donc tout ce qui est les produits laitiers, que ce soit les yogourts, les fromages et surtout le lait, en fait, on n'en a pas besoin. On est la seule espèce qui buvons le lait de notre animal. Déjà, ça devrait nous faire réfléchir. Est-ce que tous les animaux sont moins intelligents que nous? Pourquoi on boit le lait d'une autre espèce? Ensuite, à partir de 3 ans, tu es sevré. Tu n'as plus besoin de lait. Et le lait, c'est le professeur Martin qui me le dit, le lait de vache, c'est bon pour le veau. Parce que le lait de vache, en fait, il y a 3 facteurs de croissance dans le lait de vache qui sont là pour faire grossir un veau, c'est-à-dire le faire passer de 45 kg à la naissance à quasiment 350 kg au bout d'un an. Toi, bébé, au bout d'un an, tu faisais peut-être, tu prenais 5 kilos, tu vois, je te dis, tu naissais, tu avais 5 kilos, tu arrivais à 10, voilà. Donc ces facteurs de croissance ont un impact négatif au niveau de notre croissance. C'est vrai qu'on devient peut-être plus grand, mais c'est pas forcément parce qu'on est en meilleure santé. Par contre, on développe des cancers, notamment le cancer de la prostate. Les gens qui ont des cancers de la prostate, c'est une prostate qui est enflammée, donc qui est grosse, en fait, qui est grosse comme une prostate de veau. Mais oui, le lait qui est destiné au veau,
Donc voilà. Et par contre, tu vois, dans l'ancien temps, on dirait que je suis vieux, j'approche la cinquantaine, mais bon, voilà, moi quand j'avais 10-15 ans, ma mère, on allait à la ferme, elle prenait le lait, tu vois, donc de la fermière, et puis elle le faisait bouillir. Tu vois, il y a une crème épaisse qu'on levait, et puis on consommait ce lait avec banania, si on veut, tu vois. Mais on consommait du lait, en fait, qui était pas nocif pour nous, parce qu'en le faisant bouillir, on va tuer ces facteurs de croissance. Et aujourd'hui, avec la pasteurisation, les facteurs de croissance sont toujours présents. Parce que la pasteurisation, c'est très haute température pendant 3 secondes, c'est un flash. Et donc les facteurs de croissance sont encore dans le lait. Voilà. Et donc ces facteurs de croissance ont un impact négatif sur notre santé. Et en plus de ça, le lait maternel, par exemple, il y a 7 facteurs de croissance. Et tu me dis, oh, il y en a 4 en plus. Oui, mais c'est fait pour notre développement cérébral. Donc, voilà, le lait maternisé est pas bon parce qu'il s'est fait à base de lait de vache. Donc, il faut vraiment encourager les femmes à allaiter. Alors, certaines ne peuvent pas, malheureusement, allaiter. Et puis là, tu vois, je demandais à ma mère, mais à ton époque, les femmes qui ne pouvaient pas allaiter, il n'y avait pas peut-être de lait maternisé. Comment elles faisaient? Il y avait d'autres personnes en fait qui allaitaient les enfants des autres. On appelait ça les femmes nourricières. D'accord. Ben oui. Tu vois, tu pouvais pour les femmes qui ne pouvaient pas allaiter, parce que des fois le lait n'est pas bon pour ça. Oui, mais il y avait des femmes dont le lait était excellent, mais elles le nourrissaient peut-être un enfant, mais de la voisine, de l'ami, etc. C'est appelé les femmes nourricières. Donc quand tu allaites un enfant, tu lui donnes des ressources immunitaires pour le protéger pour sa santé future. Mais pour en revenir au lait, par exemple, dans le lait, tu vas retrouver des pesticides aujourd'hui. Parce qu'avant, les vaches, elles broutaient de l'herbe, il n'y avait pas tous ces pesticides aux alentours. Aujourd'hui, on leur donne du maïs, tu vois, la farine, etc., des tourteaux de soja. Elles ne sortent plus des étables, les vaches aussi. Hein. Tu sais ce qu'on nous vend, tu sais, les vaches avec la ferme bucolique et tout, mais c'est des films, ça. Hein. Voilà. Donc c'est du cinéma, il y en a très très peu. Quoique là, je suis venu de Marseille en TGV, j'ai encore vu, en traversant les immenses champs à travers la France, il y a encore des vaches dans les prés, mais c'est vraiment, il y en a très très peu. Et le reste des vaches, donc une vache ne va pas sortir de son étable pendant 5 ans. Et tu sais qu'une vache, en fait, elle produit du lait parce qu'il faut qu'elle mette bas un petit veau. Elle ne produit pas du lait tout le temps. Et avant, le lait, le veau, on le laissait sous le pied de la vache. Donc on prenait un petit peu de lait, mais bon, on le laissait quand même se nourrir. Et puis ensuite, on prenait le lait de la vache. Mais une vache, il y a ne serait-ce que 50 ou 60 ans, elle produisait 2000 litres de lait par an. Aujourd'hui, elle en produit 10 000. Elle développe des mammites. Donc dans le lait, donc tu as, récapitulons, les facteurs de croissance qui ne sont pas faits pour nous. Tu vas avoir des pesticides, c'est pas bon pour nous, c'est des perturbateurs endocriniens. Tu vas avoir du pu également. Du pu parce qu'elle développe des mammites. Et ça, c'est légal. Si, c'est légal. Tu as un pourcentage, tu peux avoir du pu. Donc tu as du pu dans le lait. Qu'est-ce qu'on donne à nos enfants aujourd'hui? Le yop, tu sais. Le yop. Donc voilà. Et ça, aujourd'hui, on ne nous dit pas la vérité. Moi, j'aimerais que les industriels fassent des tests au niveau des facteurs de croissance et des perturbateurs endocriniens, des pesticides qui sont dans le lait. Et pour en revenir au calcium, ben, c'est un mensonge. Parce que si tu bois trop de lait, tu consommes trop de produits laitiers, déjà, tu vas en fixer que 30%. Tu sais que tu as du calcium dans les végétaux. Le calcium dans les végétaux, tu vas le fixer à 70%. Et ça, c'est le calcium, c'est un grand mensonge, on nous le dit jamais, ça. Jamais. Ça ne rapporte pas d'argent, ça rapporte de l'argent aux paysans, tu vois. Donc en fait, quand tu absorbes trop de lait, pour ceux qui consomment trop de produits laitiers, ben l'os va rejeter comme ça le calcium. Et ça aussi, c'est quand même flagrant. Tu regardes le taux d'ostéoporose dans les pays civilisés, notamment les États-Unis, et tout ce qui est Europe du Nord, Danemark, Suède et tout, où on consomme beaucoup de lait, c'est là où tu as le plus de taux d'ostéoporose. Dans les pays où on ne consomme pas de lait, il n'y a pas d'ostéoporose. C'est quoi la conclusion? Ouais, c'est qu'ils se foutent bien de notre gueule, parce que c'est vraiment marqué, j'ai envie de dire, toute la communication du lait, elle s'axe sur ça. Mais je pense qu'on est allé trop loin. Si nos amis pour la vie, c'est ça le slogan. C'est les foutaises, et le professeur Martin le dit bien dans le livre. Et non, ça c'est vraiment un gros mensonge. Par contre, aujourd'hui, l'industrie est allée beaucoup trop loin. Donc c'est vrai que c'est des décisions politiques parce qu'il va falloir faire marche arrière. Il ne faut pas couper aujourd'hui toutes les industries laitières. Il y a des gens aujourd'hui qui produisent du lait cru. Le lait cru, si tu le fais bouillir, etc., il n'y a pas de problème. Mais pourquoi aussi on consomme du lait, d'ailleurs? Le lait, tu le mets dans quoi? Je sais pas. Le matin, dans un bol de céréales. Ouais, c'est vrai. Pour les enfants.
Donc déjà, en plus, tu vas leur fournir les sucres, tout ce qui est maïs gonflé et tout, plein d'OGM et tout. Donc les céréales, c'est des cochonneries. Le petit déjeuner aujourd'hui, il est totalement déséquilibré. Voilà, le petit déjeuner, tu sais, la plupart des Français, ça va être quoi? Peut-être un café rapide qu'on prend. Là, j'ai vu dans le TGV, il y a des formules, c'est la viennoiserie, tu vois, le café, le jus d'orange. Tu vois, Tropicana, le jus d'orange, il est toujours orange, tu vois, parce que quand tu presses une orange, vous la laissez un petit peu de temps décanter, vous allez voir, ça décante, donc vous allez avoir deux niveaux, deux couleurs différentes. Là, le jus d'orange, non, il est pulpe, sans pulpe, il est toujours le même, tu vois, c'est quoi qu'il y a à l'intérieur? C'est voilà, des colorants, on est suspicieux, tu vois, par rapport au jus d'orange. Donc ce petit déjeuner, si en plus tu es fumeur, moi j'appelle ça le petit déjeuner Kurt Cobain, tu vois. Donc ça va direct dans la tombe. Mais malheureusement, c'est ce qui caractérise un peu le petit déjeuner à la française. Voilà, bon, pour moi, un bon petit déjeuner, déjà, le premier réflexe santé, c'est très simple. Quand on se lève, on va faire chauffer un petit peu d'eau tiède et on va presser un demi-citron dans une tasse, on va mettre l'eau tiède, un petit donc de demi-citron pressé, frais, et on va boire ce jus qui est un petit peu acide. Alors le citron, tu vois, des fois je fais un quiz en conférence où je demande si c'est un produit acide ou alcalin. On me dit bien sûr le citron, c'est acide, c'est alcalin. C'est acide au goût, mais lorsque tu le digères, en fait, ça va alcaliniser ton corps. Donc c'est très bon au sortir d'un jeûne, en fait, qui le jeûne, c'est le jeûne de la nuit. Donc tu vas rester pendant 8 ou 12 heures sans manger. Et donc là, tu vas réactiver ton corps, donc, et le jus de citron tiède est excellent. Et ensuite, tu peux tout simplement manger une belle assiette de fruits. Une belle assiette de fruits avec des dattes ou un petit peu de noix. Ça, c'est un bon petit déjeuner aussi. On n'est pas obligé des œufs, tout ça le matin. Écoute, on peut consommer des œufs, on peut consommer plein de choses. Moi, je te dis ce que je fais aujourd'hui. Avant de faire mon sport tous les matins, je me prends une grosse assiette de fruits. Ça va être une banane, une orange, ça va être 2 pommes, 2 kiwis, une poire. Alors bon, bien sûr, pas tout est local, mais tout est bio en tout cas. Et puis quelques bonnes dattes, tu vois, les dattes fraîches. Et puis ça me fait une bonne partie de la matinée. Au milieu de matinée, je peux prendre un petit peu des noix, je tiens jusqu'au déjeuner. Voilà. Et tu n'as pas de montée glycémique. Voilà. Surtout, le fruit est détoxifiant, donc c'est très très bon de manger beaucoup de fruits. Les fruits, tu vois, par exemple, il ne faut pas les manger en fin de repas. Parce que le fruit va directement dans l'intestin grêle, donc ça passe directement. Et si tu charges en fait ton intestin avec un bol alimentaire chargé de gras, de sucre, etc., donc le fruit va fermenter. Donc il vaut mieux manger le fruit en début de repas. Moi, ce que je conseille, c'est de le manger soit le matin ou en encas, voilà, mais ne pas le mettre au milieu d'un repas. D'accord. Pourtant, on fait exactement l'inverse, j'ai envie de dire, parce que les fruits sont toujours proposés à la fin du repas, jamais au début. Ouais, la salade de fruits. On fait tout à l'envers, j'ai l'impression. Oui, on fait tout à l'envers parce qu'en fait, on a modifié notre mode alimentaire petit à petit. C'est pas venu d'un coup, et puis on a de mauvaises habitudes qui ont perduré dans le temps. On a aussi de fausses informations au niveau de la publicité. Donc il faut retrouver en fait les vraies valeurs en fait de l'alimentation. Et ça, on les trouve dans le passé. Ce qui est fantastique, c'est que nos grands-parents savaient beaucoup de choses, ou les arrière-grands-parents, je parle des gens dans les années 20, 40, il manquait de tout, tu vois, à cette époque-là. C'est sorti des deux grandes guerres mondiales. Et malheureusement, aujourd'hui, en fait, on a trop de tout. Mais trop de mauvaises choses surtout. Et on ne sait plus quoi choisir, et puis on s'alimente mal à cause de l'industrialisation de notre alimentation, certainement. Eh ben, on va de toute façon en reparler juste après. On va faire une pause parce que je vois que c'est l'heure. Et ils vont me demander la pause dans pas longtemps, chers amis. On va prendre en plus, j'ai vu il y a pas mal de questions. On va y répondre après. Et puis, de toute façon, continuer à poser les questions. On revient juste après, vous restez connectés, c'est la libre antenne, à vous la régie. Là, on a réglé le problème parce qu'il y a eu un petit problème de micro, alors on est obligé de rebooter l'ordinateur. Donc, vous avez laissé pas mal de com. Alors, on nous dit par exemple, et ça c'est Anno Omega, qui nous dit le micro-ondes inverse la polarité des atomes de la nourriture. Je savais pas ça. C'est une des conséquences, c'est possible en plus, non? Je ne suis pas un spécialiste du micro-ondes, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est aujourd'hui mis sur la sellette, quoi. Donc c'est important de s'informer sur ce type de cuisson. C'est interdit en tout cas. En plus. Alors, ce que j'ai lu, ouais. Après, tu sais, par rapport à tout ce qu'on dit, tout ce qu'on trouve sur Internet, je dirais il y a beaucoup de fake aussi. Il faut vraiment faire attention et ne pas se rerouter n'importe quelle information, tu vois, parce que je pense que
les gens qui sont en face de nous sont assez malins aussi pour envoyer des leurres, tu vois. Et j'ai lu ça sur les micro-ondes en URSS. En tout cas, c'est pas un mode de cuisson qui est normal. Voilà, le mode de cuisson, soit on fait bouillir, tu vois, voilà, on fait le micro-ondes, c'est pas, de toute façon, c'est pas naturel. Et puis sincèrement, pour faire chauffer, ne serait-ce qu'un café ou de l'eau, ça prend pas beaucoup plus de temps de le faire chauffer avec une casserole. Voilà, faire réchauffer aussi ses aliments sur une petite poêle, ça lui donne le côté un peu croustillant, tu vois, ça accroche un petit peu. C'est dès que tu cuis les aliments, en fait, tu vas faire apparaître certaines saveurs. Ce qui est au micro-ondes, c'est dégueulasse quand même. Bah, c'est juste chaud. Ça flingue tout, quoi. En plus, ça devient mou, ça détruit tout, quoi. Puis sincèrement, en plus, tu le fais chauffer dans du plastique la plupart du temps. Donc moi, je conseille plutôt de réchauffer, tu vois, les plats sur simplement une petite poêle. Puis attention, tout ce qui est poêle donc Tefal, quoi, tu vois, le téflon, quoi. Ça, c'est dangereux, quoi. Ils s'en servaient pour les bombes, notamment les bombes nucléaires et tout, pour protéger l'intérieur de la bombe, etc. Et d'accord. le téflon, c'est l'origine, c'est ça. C'est encore tout ce qui est d'origine militaire, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. On a chopé la technologie militaire dans notre cuisine, tu vois. C'est incroyable cette histoire. Donc dès qu'on le raye, si tu veux, le téflon, on fait apparaître aussi tout ce qui est des perturbateurs endocriniens. Donc le poêle Téflon, tu vois le peluche un petit peu, donc là il faut vraiment le jeter, quoi. Il faut privilégier les poêles. Là derrière, tu as plus la couche noire là en fait. Ouais, mais il faut éviter, quoi. Tu as les poêles en céramique, c'est vrai, qui sont relativement chers, mais ne serait-ce que des poêles, je dirais, traditionnels, quoi. Voilà. On peut très bien cuisiner. Et puis surtout, il ne faut pas hésiter à cuisiner avec un peu d'huile aussi. Et puis quand ça accroche, ben c'est bien, quand ça accroche aussi, ça donne du goût. Voilà, on n'a pas besoin de toujours, tu sais, les trucs antidérapants, etc. C'est pas de la vraie cuisine, ça. Ah ouais, parce que je viens de nous le dire, parce que donc, les gens qui utilisent leurs poêles quand ils sont rayés, etc., c'est très très mauvais. Mais ça, on en parle avec le professeur Pierre-Marie Martin, dans le livre, c'est danger, quoi, du plastique et tout ce qui est accessoire de cuisine. Parce qu'on s'empoisonne aussi par là, alors non seulement les aliments, mais en plus aussi les accessoires. Il y a beaucoup de sources d'intoxication. Après, il ne faut pas devenir parano. Il ne faut pas du jour au lendemain tout changer, tout jeter. Quand on modifie son mode alimentaire, il faut y aller progressivement. Déjà pour habituer son corps, on ne va pas se manger, tu vois, tout un petit bocal de noix de Grenoble. Après, on peut être des fois intolérant, parce qu'on a plein d'intolérances aujourd'hui, d'allergies, parce qu'on s'est intoxiqué par le passé. Donc il faut y aller mollo, quoi. Voilà. Il faut toujours tester avant de se jeter corps et âme dans un changement de mode alimentaire. Parce qu'il faut réhabituer nos intestins, notamment aux fibres. Tu vois, parce que les industriels, notamment des fast-food, ont très bien compris que la mastication, c'est très important. Tu vois. Donc on a des dents pour mâcher. Et lorsqu'on mastique bien, ça active déjà nos glandes salivaires. Quand on mâche bien, on peut produire quasiment 1 litre de salive par jour. C'est énorme, hein. C'est énorme, je ne me rends pas compte, c'est beau. Donc tu imagines les vaches, tu vois. Donc nous, c'est quasiment 1 litre. Et ce liquide va nous aider, tu vois, à digérer nos aliments, tout ça. C'est indispensable pour la digestion, c'est ça. C'est le seul acide qui manque, je crois, pour la digestion. Mais ce qui est important, c'est quand tu mâches, au plus tu mâches, au plus tu vas augmenter ton sentiment de satiété. Donc les industriels de fast-food l'ont bien compris, tu mâches très peu. Lorsque tu manges un hamburger, tu fais à peu près 7 allers-retours, tu vois, pour l'avaler. Lorsque tu manges par exemple des noix, tu vas mâcher quasiment 3 fois plus. Donc tu vas mâcher rapidement, c'est-à-dire que tu vas absorber beaucoup plus de nourriture. En plus, tu vas te boire du coke à côté, tu vois, des choses. Voilà. Donc tout ça, ça va augmenter ton appétit. Et c'est pour ça aussi qu'on mange plus, parce qu'on mâche moins. Les dents, c'est très important. On a une bonne santé, tu vois, buccale, etc., avec de bonnes dents, et puis réapprendre à mâcher. Mais pas mâcher du chewing-gum, par exemple. Les plats d'aspartame. Ouais, ça, tu vois, tout ce qui est sans sucre, c'est incroyable, quoi. D'ailleurs, quasiment tous les chewing-gums aujourd'hui sont sans sucre, les bonbons sont sans sucre, et ça, c'est réellement dangereux, parce que l'aspartame est très nocif. Donc, tu sais, il n'y a eu aucune étude de relation entre la relation entre les différentes molécules, par exemple, lorsqu'on consomme des produits avec des pesticides, de l'aspartame, du glutamate monosodique, on a une soupe chimique en nous. On ne sait pas ce que ça fait. Il n'y a aucune étude là-dessus. Tu vas faire des études sur une molécule et tout, surtout à court terme, parce que tu fais des études sur des rats.
Tu vois, l'aspartame n'a pas été testé sur des humains sur 20 ou 30 ans. Hein. Il faut voir la mise en circulation de l'aspartame. C'est réellement... tu te poses des questions. D'ailleurs, il avait été interdit au début. Et c'est Donald Rumsfeld qui était le patron donc d'une grosse compagnie. Voilà, et qui l'a fait repasser. Au départ, c'était uniquement pour les obèses. Là, on voit que c'est un facteur en plus d'obésité. Et en plus, maintenant, c'est dans tous les sodas, tout ça. Donc, je ne vois pas aujourd'hui une agence sanitaire gouvernementale émettre des interrogations sur l'aspartame. Parce qu'on va faire peur aux gens. Il y a de l'aspartame de partout. Donc tu vois aujourd'hui avec la stevia, ils commencent à faire des sodas à base de stevia, tu vois, voilà, la stevia aussi, il faut faire attention. Donc, il faut faire attention aussi. Bah, tu as la stevia aujourd'hui qui est transformée, après tu as des produits à base de stevia, mais tu vas avoir une infime partie de stevia, et puis des fois c'est couplé à stevia plus aspartame. Donc ça aussi, tu vois, par exemple le sarrasin c'est très bon, les pâtes au sarrasin c'est très bon, mais il faut prendre des pâtes à 100% de sarrasin. Donc des fois tu as des pâtes aussi au quinoa, mais tu vas avoir 80% de blé dur et 20% de quinoa. On te dit c'est les pâtes au quinoa. Et ça c'est des vices aussi, pas des publicitaires, parce qu'ils sont au service quand même de leurs clients. Regarde le Nutella. On nous vante le Nutella, il y a du chocolat, il y a du lait, il y a des noisettes, que des choses qui sont bonnes et tout, mais ça représente que 20% des ingrédients. Tout le reste c'est l'huile de palme et le sucre. Mais un gros bloc de sucre, un gros palmier, tu verras, ça se voit aussi bien. Tu vois, donc il faut faire surtout attention avec toutes les indications publicitaires. Voilà. Donc ça, il faut vraiment là, pour le coup, lire les étiquettes si on achète encore ce genre de produit. Ouais, parce que aujourd'hui c'est presque une enquête de police pour aller acheter des produits. Je sais que bon, on est beaucoup plus vigilant, mais j'ai l'impression que c'est un grand mouvement quand même assez général. Maintenant, on regarde quand même les étiquettes. Avant, je pense que je sais même pas si les gens ils achetaient. Bon, aujourd'hui, on regarde vraiment les compositions. C'est dur. Quoi. Moi, j'étais myope, je me suis opéré il y a 3 ans de la myopie. Et donc je vois très très bien de loin maintenant, mais je ne vois plus de près. Même de près. Mais je me mets à la place, donc il faut que je recule un peu, tu vois, pour voir l'étiquette. J'arrive pas à lire. C'est trop petit. Alors là, je regarde avec l'âge. Mets-toi à la place. C'est écrit en tout petit, on voit absolument rien, c'est vrai. Mais on voit absolument rien. Mets-toi à la place de personnes âgées. Alors il faut quoi? Une loupe? Alors, après, tu deviens complètement parano. Et là, pour le coup, tu passes des heures à faire tes courses. Ouais. Ah oui, donc il faut limiter ce type de produit avec les étiquettes, en fait. Alors, en plus, ils interdisent de plus en plus les indications, parce qu'au moins, je sais que l'indication OGM, elle a été refusée. Et ça a même été refusé à ceux qui voulaient marquer « ne contient pas d'OGM ». Même eux n'ont pas eu le droit, parce qu'on a considéré que c'était une concurrence déloyale. C'est incroyable. C'est incroyable. Parce qu'au moins qu'on sache, à la limite, vous voulez en manger, mais au moins qu'on soit informé si ça contient ou pas. Ça s'explique avec la force des lobbies, qui sont là pour protéger les intérêts des industriels, quand même. Parce que clairement, ils vont marquer, par exemple, il y aura 2 marques, voilà, on prend 2 mayonnaises, il y en a une qui va marquer « ne contient pas de ». Tu aimes la mayonnaise, hein? C'est ça, tu l'as fait toi-même, tu es un consommateur de mayonnaise, c'est ça, j'ai compris. Ouais. L'exemple, non mais c'est vrai. Et contient des OGM, personne ne va l'acheter en fait. Je sais pas, ça va être un frein quand même. Au moins, ceux qui y vont lire, tu vois, donc c'est vrai que ça va être un frein. Mais tu as aujourd'hui des marques de volailles notamment qui mettent en avant que c'est un poulet biologique qui a été élevé pendant 90 jours au lieu de 35 jours dans les poulets industriels, et puis surtout sans antibiotiques. Tu as une marque aujourd'hui, je ne sais plus laquelle c'est, mais donc où ils mettent en avant qu'il n'y a pas d'antibiotiques. Parce qu'il y a une grosse différence quand même entre la viande biologique et la viande industrielle. Donc qui est quand même 95, je crois, ou 98% du marché. Mais la viande biologique, en fait, ce sont des animaux qui ont été élevés dans des conditions naturelles, bien que ça soit quand même industrialisé, notamment au niveau des poulets. Mais au niveau de leur alimentation, c'est quand même rigoureux par rapport à l'élevage industriel, où là, c'est vraiment la porte ouverte à la nourriture transgénique, et puis les conditions, je te dis, qui sont vraiment immorales. Quand tu le vois, quand tu as un minimum de moralité, tu ne peux pas cautionner ça. Sincèrement, le peu de personnes que j'ai amenées avec moi ont eu un gros refus après de consommer ce type de produit. Parce que ça, c'est très mal connu, effectivement, c'est les conditions d'élevage de la viande. On a des fois des gens qui sont rentrés un peu dans ce milieu-là, mais c'est assez fermé déjà d'ailleurs comme milieu, ils n'aiment pas trop. Tu ne peux pas rentrer dans les abattoirs, tu es le bienvenu. Hein. Ah oui, voilà ce que j'allais dire, à chaque fois c'est pareil, ils n'aiment pas trop qu'on vienne dans leurs affaires, voir comment ça se passe. J'ai pu accéder aux abattoirs
parce que je suis allé au Québec avec un éleveur bio. Donc j'ai vu les conditions dans lesquelles les poulets étaient abattus. Je suis allé donc dans différents abattoirs et j'ai eu la chance dans le livre d'interviewer Jean-Luc Daube, qui est un Français, qui a écrit en fait un livre sur les conditions d'abattage en France, puisqu'il a la légitimité pour le faire, parce qu'il a enquêté pendant 15 ans, et pas de façon clandestine. Il était là pour superviser si les conditions, normes européennes étaient appliquées. Donc écoute bien, à chaque visite, il a relevé des infractions. Et tu sais que dans les abattoirs, tu as des services vétérinaires qui sont là pour contrôler la viande, etc. Et donc je disais à Jean-Luc, mais il relève les infractions, tout ça, il faut des procès-verbaux. Il dit oui, mais il n'y a pas de suite. Donc les gars aujourd'hui, ils sont sous la pression du patron aussi de l'abattoir. Et ces gens-là sont soumis aussi aux règles de la productivité. Donc il faut aller toujours plus vite. Sur une chaîne de porcs, on peut abattre 800 porcs à l'heure. Ah ouais. 800 porcs à l'heure. Et tu sais, un porc, quand il arrive à l'abattoir, les animaux sont intelligents, réellement. Ils sentent qu'ils vont à la mort. Tu sais, nous on communique, on se parle. Les animaux, ils communiquent avec des cris. Tu vois, quand tu vas dans un abattoir, ça hurle. Un cochon, le cri d'un cochon, ça peut atteindre le seuil de la douleur, ça peut atteindre 130 dB. Un concert, c'est 105 dB, hein, ok. Donc un avion à réaction, c'est presque dans les plus de 130. Donc les gens là-bas ont des casques, tu vois, de protection auditive. Donc les cochons communiquent entre eux, donc ils stressent, la viande est stressée, et c'est réellement, c'est complètement immoral. Oui, parce qu'en plus une viande paraît stressée, dégage des toxines, etc. Enfin, ouais, tout à fait, ouais. Tout à fait, mais c'est surtout les conditions d'élevage. Pour moi, la partie de l'abattage, c'est une délivrance pour l'animal. Ouais, parce qu'une truie qui est restée. Les autres, c'est ça, ils se bouffent même les groins, la queue. Ils se bouffent la queue parce que si tu veux un cochon, déjà, c'est pas un animal qui est sale. Et il se roule dans la boue pour protéger sa peau contre le soleil. D'accord. Le cochon, naturellement, il va fouiner le sol, tu vois, avec sa truffe, tout ça, donc avec les pattes, il va gratter le sol. Ça, c'est les conditions normales d'élevage. Ils doivent être en plein air, sur de la terre, ou dans des prés, tout ça. Mais aujourd'hui, ils sont sur des caillebotis, ils sont dans des hangars, sur du dur, tu vois. Donc, ils vont en plus faire leurs besoins là où ils mangent. Ça, c'est pas naturel. Un animal ne fait jamais ses besoins là où il mange. Une truie aujourd'hui qui va allaiter ses petits, elle va être dans des stalles en fer, elle ne va pas bouger, elle ne peut même pas se retourner. Comment tu peux cautionner ça? Tu les vois, les images, elles sont accessibles sur Internet. On pense que c'est des cas isolés. Isolés, ouais, c'est ça. Non, Jean-Luc te confirmera dans mon livre, et dans le livre qu'il a écrit à ce sujet aussi, que ces conditions aujourd'hui sont le quotidien. Voilà, le quotidien. Tu sais combien on abat d'animaux par jour en France, dans les abattoirs? Non, je ne me rends pas compte. 3 millions. 3 millions par jour? On abat 3 millions d'animaux par jour dans les abattoirs français. C'est énorme, 3 millions par jour. C'est un génocide animal, ouais. Ah ouais. Donc les poulets. Une grosse partie de poulets, je crois que c'est 80% quasiment de poulets. Donc les porcs, les bovins, les chevaux. Quand tu vois les chevaux se faire abattre, c'est complètement immoral. On consomme pas énormément la viande de cheval, non? Non, on en consomme de moins en moins, mais la viande aujourd'hui, elle est abattue à l'étranger. En Roumanie, ils abattent beaucoup de chevaux. Parce qu'en Roumanie, avant l'entrée dans le marché commun, si tu veux, les gens se déplaçaient encore à cheval. Mais on leur a vendu des voitures, on les a fait rentrer dans le marché commun, donc ici ils en font des chevaux. Ouais, il paraît que même l'Union Européenne leur a dit c'est terminé, il faut qu'ils les conditions sanitaires et tout, donc voilà, on va les abattre. Mais les bovins, c'est des gros animaux, tu vois, qui vont peser dans les 450-500 kilos. Des fois, ils sont découpés vivants. L'abattage rituel, l'année vivant. Ouais, ils n'attendent pas la. Moi, j'avais lu dans le livre, là, je parlais tout à l'heure sur la vache folle, il disait qu'il y avait un espèce. Alors, c'est un coup d'électricité, je crois, qu'on leur mettait au. Ça s'appelle un matador.